bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 30 août. Ça y est, le calendrier officiel de Monaco pour la saison régulière de la Ligue des Champions est tombé. Les Monégasques ont rendez-vous le 18 septembre pour un premier choc face à Bruges. Tous les détails dans quelques instants. En tennis, 2 joueurs de la fédération monégasque sont en lice dans le tournoi de double messieurs de l'US Open. Nous les entendrons. La chronique des US sous forme de carnet de voyage en ce mois d'août nous invitera à nous déhancher sur les rythmes de Memphis. Enfin, pour garder le rythme de l'été, nous avons demandé vos bonnes adresses en principauté. Les supporters l'attendaient, l'UEFA a dévoilé aujourd'hui le calendrier des 36 équipes engagées dans la Ligue des Champions. Et pour leur premier match, les Monégasques se déplaceront à Bruges. Gaëtan Lebrun, vous nous annoncez un cadre européen ensuite. On connaît désormais le calendrier de la Ligue des Champions 2025-2026. Il est tombé aujourd'hui. Les équipes savaient depuis jeudi contre qui elles allaient jouer. Maintenant, elles connaissent l'ordre dans lequel elles vont jouer leurs adversaires dans cette compétition pour la deuxième année qui a changé. Maintenant, c'est plus une phase de poule. C'est réellement un mini-championnat, une phase de ligue qui rend la compétition encore plus attractive. Justement, ça évite les petits matchs, entre guillemets. Et on est sûr toutes les semaines d'avoir des grosses affiches car toutes les équipes sont vraiment sur la même longueur d'onde. Concernant le calendrier de l'AS Monaco FC que vous voyez juste ici, ils débuteront la compétition le jeudi 18 septembre avec un déplacement à Bruges à 18h45 et finiront la compétition, du moins la phase de ligue avec la réception de la Juventus Turin le 28 janvier à 21h. Les 2 dates vraiment à retenir, c'est le 1er octobre 21h avec la réception ici au stade Louis II de Manchester City et puis le 20 janvier pour l'avant-dernière journée justement de cette phase de ligue avec le déplacement à Madrid face au Real justement et les retrouvailles avec Kylian Mbappé. Pour les Monégasques, il faudra essayer d'engranger le plus de points possible. Si on se base sur les chiffres de l'an passé, il faut en moyenne 12 points pour être sûr de terminer dans les 24 premiers. On le rappelle, les 8 premiers, eux, sont directement qualifiés en 8e de finale. Et puis de la 9e à la 24e place, les équipes jouent un match de barrage, l'équivalent d'un 16e de finale, pour justement rejoindre les 8 équipes directement qualifiées. Avec une nouveauté cette année, les 4 premiers, eux, sont sûrs de recevoir au match retour, et ce jusqu'à la finale qui aura lieu cette année à Budapest en Hongrie. Et pour la première fois aussi, la finale se jouera à 18h et non plus à 21h pour permettre à un plus large panel de personnes et les enfants aussi d'assister à cette finale. Après la trêve estivale, la Formule 1 a repris ses droits avec le Grand Prix des Pays-Bas. Lors de la séance de qualification ce samedi, Charles Leclerc a décroché la 6e position de la grille de départ de demain pour la course prévue à 15h. C'est Oscar Piastri, au volant de sa McLaren, qui s'est emparé de la pole position sur le circuit de Zandvoort, en devançant de très peu son coéquipier Lando Norris. Premier match et première victoire à l'US Open pour le monégasque Hugo Nys et son partenaire de jeu Édouard Roger Vasselin. Il l'emporte 7-6, 7-6. Match serré face à Rinky Hijikata et David Pell. Alexandra Pagny a pu recueillir la réaction du joueur à la suite de sa performance. On l'écoute. C'était un match difficile contre les finalistes récents de Wimbledon, donc on savait que ça pouvait être un match compliqué. Et voilà, ça l'a été, 7-6, 7-6. Deux très bons tie-breaks de notre part. On a sauvé des balles de 7 au premier, donc on est super content de passer ce premier tour. Les gens applaudissent et encouragent très fort, c'est plutôt cool. Maintenant, il faut rester un peu dans sa bulle et savoir se concentrer sur son match. Pour le second représentant de la principauté à cette US Open, Romain Arneaudo, le tournoi débute en cette fin de journée. Il s'est confié en amont de son premier match qui se déroule en duo avec Rohan Bopana et non Manuel Guinard avec qui il a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo. Ça fait plus d'une semaine qu'on est arrivé à New York. Donc ça fait déjà long, donc voilà, j'ai envie que ça commence et je suis impatient. Voilà, la première fois qu'on joue un grand chelem ensemble, on a juste joué la semaine dernière ensemble, donc lui il est un peu plus âgé, donc des objectifs c'est un peu dur à déterminer, c'est plus des objectifs de jeu à très court terme, voilà, des performances sur les choses qu'on sait faire. Après j'aime pas trop me mettre d'objectifs de résultats parce que ça veut rien dire en fonction du tableau, etc. Donc juste voilà, essayer de faire ce que j'ai envie de faire sur le jeu et après on va voir jusqu'où ça nous mène. En rugby, à cette 3e finale consécutive pour le MR7, après Mont-de-Marsan et Dax, c'est à Pau que la 3e étape s'est déroulée aujourd'hui. Face aux Barbarians, tenant du titre, les Monégasques se sont imposés en demi-finale. La finale est prévue à 20h26 ce soir contre l'Union Bordeaux-Bègles.
Dernier samedi du mois d'août et dernière étape des carnets de voyage de la chronique US avec vous. Alexandra Pani, bonsoir. Vous avez choisi de terminer en musique. Berceau de la musique blues et du rock and roll, terre d'Elvis Presley et de B.B. King. Vous l'aurez compris, pour cette dernière étape des carnets de voyage, je vous amène visiter Memphis, Tennessee. Situé sur les rives du Mississippi, Memphis séduit les voyageurs par son âme du Sud. Plusieurs raisons nous poussent à visiter la deuxième ville en termes de population du Tennessee. Les férus d'histoire s'attarderont sur son douloureux passé. C'est ici que Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968 au balcon du Lorraine Motel, aujourd'hui transformé en musée national des droits civiques. En restant dans le quartier de Downtown, les amateurs de musique se précipitent à la nuit tombée sur Beale Street, rue mythique autrefois fréquentée par B.B. King. C'est ici que l'on trouve les bars, clubs et scènes musicales, car Memphis est connu pour être la capitale du blues, de la soul music et le berceau du rock and roll. Un certain Elvis Presley enregistre au Sun Studio ses premiers morceaux, tout comme John Cash ou encore Jerry Lee Lewis. C'est justement à quelques kilomètres du centre de Memphis que vous pourrez visiter la célèbre demeure du King. Graceland accueille chaque année plus de 600 000 fans venus du monde entier pour rendre hommage à leur idole. Et pour ceux qui cherchent des anecdotes originales, direction le Peabody Hotel sur Union Avenue. Ici, chaque matin, un ballet surprenant réunit de nombreux curieux pour assister à la marche des canards de leur penthouse à la fontaine de l'hôtel à 11h puis à 17h pour leur retour en chambre. Une tradition qui remonterait aux années 1930 où des amis auraient, pour s'amuser, ramené des canards de la chasse. Ces derniers s'y sont plu et la tradition aurait démarré ainsi. Que l'on vienne ici pour écouter du blues, se recueillir sur son héritage culturel ou pour savourer ses spécialités culinaires, les raisons ne manquent pas pour se laisser séduire par cette ville vibrante du Sud qu'est Memphis. Une véritable carte postale. Une réflexion sur notre alimentation à présent avec ce livre paru aux éditions Quae il y a quelques jours, La conservation des aliments vers plus de durabilité et de naturalité. Écrit par plusieurs spécialistes, cet ouvrage, comme son nom l'indique, apporte un éclairage sur les techniques de conservation des aliments, quelles sont les meilleures pour l'environnement et pour notre santé. Catherine Renard, directrice de recherche à l'INRAE et co-auteure, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre sur la conservation des aliments? Est-ce que c'est une réponse à un besoin sociétal? Oui, c'est exactement ça. C'est la réponse à un besoin sociétal et à un manque de connaissances qu'on perçoit sur ce qu'est la transformation des aliments, ce qui se passe du champ à l'assiette. On sait que des méthodes de conservation ont été mises au point dès la préhistoire. Qu'est-ce qui existait à cette période-là? Alors, nos ancêtres ont commencé, on pense, par faire sécher leurs aliments. Et puis, des aspects, donc sécher et fumer. Puis, tout ce qui va être la cuisson. Et pour ceux qui ont migré en fait vers le nord, on pense que très vite ils ont utilisé le froid, mais ça on ne le voit pas. Quand vous mettez un aliment dans la neige, ça laisse pas de traces pour les archéologues. Et quelles avancées scientifiques récentes sont les plus marquantes selon vous? Et dans le futur, quelles pratiques pourraient s'imposer également? Alors ce qui est le plus marquant, ça a plus de 2 siècles maintenant, c'est l'invention de l'apertisation, les conserves apertisées qui permettent de conserver les aliments emballés de façon hermétique pendant des années. Puis est arrivé dans notre quotidien, et ça c'est pas très vieux, c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale en Europe, le froid, tout ce qui est la réfrigération et avec l'équipement d'abord des industries, puis des ménages en réfrigération et surgélation.
Aujourd'hui, certaines méthodes de conservation suscitent des inquiétudes chez les consommateurs, les additifs par exemple. Quels sont vos éclairages scientifiques pour démystifier ou alors confirmer ces craintes? Il faut bien différencier les additifs conservateurs de beaucoup d'additifs qui n'ont pas du tout cette fonction de conservation. Donc on va avoir des additifs comme les nitrates ou nitrites, comme les sulfites, qui sont dans les deux cas, c'est des produits qui sont utilisés historiquement. Nos ancêtres utilisaient le salpêtre pour conserver la viande et ça fait très longtemps qu'on utilise les sulfites dans les tonneaux de vin. Et donc là, ça a été mis en place pour éviter des maladies comme le botulisme à partir des charcuteries. Et donc, on arrive aujourd'hui à diminuer les concentrations utilisées parce qu'on a la chaîne du froid, mais ce sont effectivement des produits d'aspect un peu historique. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle les antioxydants qui, eux, vont être là pour que l'aliment garde ne s'oxyde pas, sachant que l'oxydation, c'est à la fois des goûts désagréables et également des molécules toxiques. Petit conseil pour celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut préférer et qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut préférer en termes de méthode de conservation? Il faut bien se rendre compte que la conservation des aliments, elle est indispensable pour qu'on puisse avoir une alimentation équilibrée toute l'année. Pour ce que je connais le mieux, qui sont les fruits et les légumes, certains ont des saisons qui sont très courtes. Et donc, il faut pouvoir les consommer frais pendant qu'ils sont en saison et accepter, quand on est par exemple en hiver, de manger non pas des tomates fraîches, mais d'utiliser de la sauce tomate qui, elle, a été préparée l'été à partir de tomates cultivées en plein champ. Donc c'est vraiment cette dynamique à avoir, cette connaissance malheureusement à avoir de ce qu'est la saisonnalité des aliments, et sachant qu'il y a de toute façon un besoin indispensable de conservation, d'autant plus que nous sommes de plus en plus loin de la production agricole et que de nombreux produits ont des durées de vie très courtes. Par exemple, peut-être que vous ne percevez pas que le yaourt, c'est un produit qui conserve le lait, mais n'empêche que le yaourt, avec l'aide de la chaîne du froid, permet de donner des durées de vie plus longues, par exemple, typiquement à des produits laitiers. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. Et donc ça va être très compliqué. Depuis recongeler les produits décongelés, laisser les boîtes de conserve ouvertes et attendre. Quand vous achetez des produits frais, il ne faut pas non plus les garder pendant très longtemps parce qu'au fur et à mesure du temps, ils vont perdre leur teneur en vitamines. Donc sur pas mal de choses, en fait, on a plus de vitamines dans un produit conservé qui, lui, est traité est récolté à pleine maturité et est traité dans la demi-journée que dans un produit frais, mais qui a vieilli pendant une semaine, 10 jours, 15 jours dans un réfrigérateur. On entend souvent aussi le débat entre les produits, les fruits et légumes par exemple congelés ou en conserve. Qu'est-ce qui est le mieux d'après vous? Alors d'un point de vue nutritionnel, en général, ce sont les produits surgelés qui conservent le mieux les vitamines des fruits et légumes. Malheureusement, les produits surgelés, on va les faire cuire. Et donc, leur qualité, au final, elle va dépendre de ce qu'a fait le cuisinier ou la cuisinière. Les produits en conserve, eux, sont des produits qui sont pré-cuits, utilisables avec un simple réchauffage et qui ont un gros avantage qui est qu'ils se conservent à température ambiante pendant des années. Donc, il y a une logique en fait de substitution en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez comme moyen chez vous et aussi de la quantité utilisée. Merci beaucoup Catherine Renard d'avoir partagé votre expertise sur Monaco Info. De rien et bonne soirée. En tarte, farcie ou accompagnée d'une burrata, la tomate est incontestablement la star de nos assiettes l'été. Avant de passer en cuisine pour réaliser une recette vitaminée, Alban Gingembre, Arnaud Imbert, Camille Caloni et Paul Gougassian nous proposent dans ce reportage de retracer le chemin de ce produit du potager au marché de la Condamine. Regardez.
Ronde, rouge et acidulée, elle met de la couleur dans nos assiettes. En salade, en sauce, farcie ou encore en soupe, la tomate est un élément incontournable de la gastronomie. Ce légume star de l'été n'a plus aucun secret pour Romy Reyna qui lui consacre 5000 m² dans son exploitation à Saint-Janet. On plante au mois de mars, donc je prends des plants greffés, au moins je suis sûre d'avoir des bons plants, des plants bio greffés. Et je fais énormément de variétés. Donc là, il y a 1500 plants de tomates. Et je fais tomates ananas, tomates cœur de bœuf, petites tomates cerises, noires de Crimée, toutes les longues. Ça a été une belle récolte cette année. C'est laquelle la tomate qui marche le mieux? C'est la cœur de bœuf. Pourquoi? Pour le goût, pour la chair, il n'y a pas de graines dedans. Et puis voilà, c'est vraiment la cœur de bœuf qui marche le mieux. Et puis chez vous, c'est vraiment des tomates de qualité. C'est important de cultiver bio? Ah oui, pour moi, c'est... Oui, j'ai pas la mention, je me fous de la mention, mais au moins, tout est bio, les poules, elles mangent bio. C'est très important, oui, très très important pour les clients, pour moi-même évidemment, mais surtout pour les clients que j'ai des légumes de qualité, des produits de qualité surtout. Et donc chez vous, il n'y a aucune perte, les petites tomates qui sont moins jolies pour être vendues, qu'est-ce que vous en faites? Je fais de la sauce tomate que je vends sur le marché aussi. On en garde pour nous toute l'année et les gens sont très contents. Le lendemain, nous retrouvons Romy au marché de la Condamine. Vous allez faire quoi? Une ratatouille? Non, je vais faire les aubergines. En fait, je les coupe en tranches épaisses. Depuis 38 ans, ce sont des amis maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a que c'est presque plus que des amis, comme de ma famille. J'arrive vers 5h30. On est en bas dans le parking, on décharge tout, on monte et à 6h15 on est opérationnel. On déjeune et ça commence. Mais sur les chapeaux de roue ce matin, c'est plus facile que l'exploitation. Ça n'a rien à voir. C'est du repos, mais en même temps, c'est du stress parce que c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est non-stop, quoi. J'ai les commandes de la veille. En plus, je prépare les commandes. Je vais livrer Antibes cet après-midi. Donc, je prépare les commandes pour Antibes. La maraîchère se déplace à Monaco 3 fois par semaine pour le plus grand bonheur des clients qui ne jurent que par ses tomates. Ce qu'elles ont de spécial, c'est que c'est Romy qui les fait quand même. Et elles sont bonnes, elles ont du goût, aucun produit ajouté. Super. Ça fait 40 ans que je me sers chez Romy. Elle a connu ma fille qui a maintenant 41 ans et je suis très fidèle parce que ses produits sont très bons. Plus de 15 ans que je viens de chez Romy. Tout d'abord parce que c'est bio. Deuxième motif, c'est pour faire travailler l'économie locale. C'est un peu de la politique tous les jours. Plutôt que d'aller chercher des ingrédients qui ont fait 4 jours de camion, elle les cueille la veille pour le lendemain ou le matin très tôt. Cécile fait le plein de tomates, des étals à sa cuisine, elle nous propose une recette de saison. On va faire un gazpacho parce que l'été il fait chaud, on n'a pas besoin d'avoir une nourriture dense. Alors les tomates c'est plein d'eau et ça va réhydrater, c'est 90% d'eau, mais il y a quand même des vitamines, la vitamine A, B, C, E. Du calcium, du phosphore et le calcium il se détériore à la cuisson donc on va le laisser cru. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre recette, quelles vont être les étapes là? Elle est simple ma recette, donc des tomates bien mûres, la peau s'en va facilement, on enlève les pépins parce que c'est pas agréable, on va mettre du concombre que j'ai pelé, ça apporte de la fraîcheur, du poivron rouge plus que du poivron vert mais les deux se complémentent, un peu de basilic, de l'oignon frais, de l'huile d'olive, du vinaigre de xérès, du paprika fumé, un peu de piment d'Espelette et bien sûr du sel et du poivre. Et là on va laisser poser plusieurs heures au frigo pour que tous les arômes s'infusent. On va maintenant le passer au mixeur. Merci Cécile, ça donne envie. Et on va le goûter. C'est prêt. C'est super bon. Vous êtes satisfaite? Oui. Les enfants vont être contents? Les enfants vont être contents, ils adorent le gazpacho. Et nous aussi. Pour se rafraîchir, quoi de mieux qu'une bonne glace? Chaque année, à la période estivale, les glaciers de la Principauté rivalisent de créativité pour séduire les gourmands,
toujours plus nombreux quand les températures grimpent. Entre saveurs audacieuses et recettes revisitées, voici les tendances glacées de l'été 2025. Servies en pot ou en cornet, les glaces se vendent comme des petits pains à la saison estivale. C'est le plaisir abordable à s'offrir à tout moment de la journée et idéal pour se rafraîchir lorsque le mercure grimpe. Avec la chaleur qu'il fait, je pense que c'est bien de s'offrir une petite pause de fraîcheur. Qu'est-ce que vous avez choisi? Vous êtes resté classique? Alors moi j'ai pris Nutella. Pas mal parce qu'on a l'impression que c'est du Nutella qui fond dans la bouche et yaourt parce que j'adore la glace au yaourt. C'est les meilleures glaces de Monaco, on vient tout le temps là avec mes copines, c'est rafraîchissant et elles sont trop bonnes, franchement je vous conseille vraiment. Vous avez choisi quoi comme goût? C'est le parfum Choco Pop, c'est mon parfum préféré, c'est comme fleur de lait avec du Nutella dedans, c'est trop bon. En voilà un parfum original, il faut dire que chaque année les professionnels redoublent d'inventivité pour attirer les becs sucrés, que ce soit en termes de saveur ou de format. On a des pâtisseries glacées, on appelle ça, donc on a des verrines glacées, on a des gâteaux glacés, on a fait des cheesecakes glacés aussi cette année. C'est vraiment une offre assez variée pour aussi les dîners, les anniversaires, pour notre population locale qui a envie de quelque chose de différent pour la touche sucrée pour leurs invités. Si vous aussi, votre cœur vous dit de manger plus de crème glacée, alors faites-vous plaisir. C'est bon, c'est très bon. Et oui, c'est très bon et ça donne envie. Et vous, quelles sont vos bonnes adresses à Monaco pour manger une pizza, un burger ou boire un verre? Gaëtan Lebrun et Camille Caloni vous ont posé la question dans les rues de la Principauté cet après-midi. J'aime beaucoup le Trocadéro, c'est vers la place des Moulins, c'est beaucoup accessible et c'est à petit prix et c'est vraiment très bon. Moi je vais chez Graziella, je vais Trescali. On mange bien, ça dépend des restaurants, c'est pas la même cuisine, je veux dire. C'est fait différemment, mais c'est bon. Après, vous avez la vue, vous voyez Fontvieille, le bord de mer, vous voyez. C'est agréable, on voit le palais aussi. Peut-être aller au Larvoto, de ça, pour pouvoir profiter du soleil, de l'espace rénové de ça à Monaco. Puis après, pour aller boire un verre, je dirais à la fois pour le cadre historique, tout ça, le Café de Paris. Parce que je trouve que c'est un endroit, déjà avec les rénovations, ils l'ont super bien fait. Et puis avec le cadre, les voitures, les gens de ça, on a vraiment un cadre de Monaco, etc. Ce qu'on peut voir en général, ça change. Moi, je ne connais pas beaucoup d'endroits ici, mais à chaque fois que je viens avec ma famille, je vais à Larvoto. Voilà, c'est un endroit calme pour se poser, tranquille, il y a la plage à côté, les glaces. Je trouve que c'est un bon endroit. Moi je dirais le Malizia qui est sur la digue à Monaco vers le port Hercule parce que d'un côté vous avez la vue magnifique de la mer et de l'autre côté vous avez vraiment vue sur Monaco et le soir c'est fabuleux. Parlons culture à présent. L'Espace 22 met à l'honneur deux artistes contemporains aux univers très différents. Le photographe Patrick De Groop révèle la naissance du vin, tandis que Sylvie Collu déconstruit et tisse les visages d'icônes universelles dans une technique unique baptisée strip art. Toutes les explications dans ce reportage de Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. À l'Espace 22, c'est un véritable voyage sensoriel et cosmique qui s'offre aux visiteurs. Avec Cosmogony of Wine, Patrick De Groop révèle la transformation du raisin en vin comme une métaphore de la naissance. Chaque image est réalisée dans les cuves des plus prestigieux châteaux et domaines viticoles français. Quelques jours seulement après les vendanges, sous l'œil du photographe, la fermentation devient une odyssée visuelle. J'ai une véritable volonté de créer un langage poétique fait de symboles, de métaphores, pour essayer d'arriver à, je dirais, à l'inconscient du public et déclencher chez lui et des émotions et des interrogations, parce que tout le monde se demande ce que c'est que ces photos. Il faut expliquer en fait quel est tout ce processus et comment on y arrive, parce que c'est aussi un processus qui est très technique, et ce qu'il signifie. Et je pense moi que la lumière transforme l'ordinaire en extraordinaire. De son côté, Sylvie Collu invente le strip art, des photographies découpées en lamelles, tissées pour recomposer les visages d'icônes comme David Bowie, Frida Kahlo ou encore Audrey Hepburn. Vous êtes dans mon univers, hein, c'est les icônes que j'apprécie plus ou moins. Donc c'est un mélange de pop, de couleurs très acidulées, du noir et blanc très contrasté. Et donc en fait il y a des images qui sont cachées, il faut les regarder, enfin il y a deux lectures dans mes tableaux, il faut les regarder en deux fois. Le plus important c'est la technique qui est innovante, c'est moi-même qui l'ai déposée, qui l'ai inventée. Deux univers, deux techniques, mais un même questionnement, comment l'image se transforme et nous transforme.
Et sachez que l'exposition est ouverte jusqu'au mercredi 10 septembre de 10h à 20h. Je vous le rappelle, c'est à l'espace 22 boulevard d'Italie. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Nous le clôturons sur une note divertissante avec des images de karting, une activité proposée au sein du tout nouvel espace de loisirs Box 98 à Fontvieille et incluse dans le Passeport Culture destiné aux jeunes de 11 à 25 ans, les jeunes qui ont encore une semaine pour profiter des vacances d'été. D'ailleurs, pour savoir s'il fera bon demain, restez bien avec nous. La météo de Christine Datomel arrive dans un court instant. Belle soirée sur Monaco Info et à demain 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Dimanche à Monaco, le soleil sera bien présent du matin au soir. 20 degrés au réveil jusqu'à 27 degrés l'après-midi. Une belle journée estivale pour profiter de la côte. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.